Bonjour et bienvenue dans Archurban, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je suis aux côtés de l'Atomium et je suis en compagnie de Arnaud Bozzini. Bonjour. Responsable du programme muséal de l'Atomium. Exactement. L'Atomium a acquis une collection. En décembre 2014, l'Atomium a acquis la collection connue sous le nom de Plasticarium. La collection, c'est près de 2000 objets réunis par Philippe de Selle de la fin des années 80 au début des années 2000. Et c'est 2000 objets en design et en art, de design et d'art en plastique. Voilà. Alors il fallait bien en faire quelque chose. Une fois que c'était acheté, il fallait bien en faire quelque chose. Voilà. Et donc du coup, vous avez un peu en amont de l'achat, de toute évidence, et notamment dans le cadre d'une exposition qu'il y avait déjà eu à l'Atomium, dans le cadre des expositions temporaires à l'Atomium et qui s'appelait Orange Dream, on avait réfléchi à développer à 2 pas de l'Atomium un musée qui soit l'écrin de cette collection. Et puis les réflexions évoluant, on s'est dit on va faire un musée d'art et de design du XXe siècle et d'aujourd'hui, dont la collection permanente sera la collection de Philippe de Selle, enfin la collection du Plasticarium, la collection de l'Atomium aujourd'hui. Et voilà, et c'est un peu ce projet qu'est le ADAM pour Art and Design Atomium Museum, qui prend place dans 5000 m² au Trait de Marthe, donc vraiment à 2 pas de l'Atomium. Explique un peu c'est quoi le Trait de Marthe. Mais le Trait de Marthe, c'est un lieu où il y a des magasins de gros et des grossistes, beaucoup en vêtements. C'est un bâtiment construit au début des années 70, dans le cadre des premiers réaménagements du plateau du Heysel après l'exposition 58. C'est construit par des Texans qui étaient venus à l'exposition 58 et qui construisent, comme on le fait au Texas, dans une proportion bruxelloise, un Trait de Marthe, donc un magasin de gros. Vous arrivez ici, et vous avez besoin d'un showroom de 100 m², et ben on vous met 4 mais murs. On vend ça au magasin. Et on vend ça qu'au magasin, en particulier. La marchandise, d'accord. Sauf qu'à un moment donné, il y a des espaces qui restent libres. Le Trait de Marthe, c'est quand même 220 000 m², donc ils avaient quelques espaces de libre, et à un moment donné, dans une discussion avec nous, puisque ce sont nos voisins de l'Atomium, ils sont venus nous voir et on s'est dit, tiens, il y a cette collection qui est plus ou moins disponible, dont on sait qu'elle est disponible parce que Philippe de Selle nous l'a dit quand on discutait d'Orange Dream. Il y a ces mètres carrés qui sont disponibles, pourquoi on n'essayerait pas de faire de développer un projet, et soutenu par le board de l'Atomium, par le conseil d'administration, on a progressivement abouti à l'achat de la collection, à une collaboration avec le Trait de Marthe et en décembre prochain, l'ouverture d'un musée. Alors le programme, c'était quoi? C'était avoir la collection permanente, on l'a bien compris, mais vous avez ajouté quoi à cette collection permanente? Alors la collection, déjà par rapport à la collection permanente, la collection du Plasticarium, c'est la collection constituée par un privé qui s'est intéressé à un sujet et qui s'est aussi amusé. C'est un peu le principe d'une collection. Mais donc quand on passe d'une collection privée qui est un cabinet de curiosité du XXe siècle à une exposition permanente muséale, on fait face à des manques et on a comblé ces manques. Et donc disons que l'exposition permanente, qui présente 600 objets des 2000 de la collection de Philippe de Selle, est complétée à 20% par des collectionneurs privés et par des institutions publiques comme le CNAP en France, pour véritablement venir parler autour de ces thèmes d'une histoire, du design et de l'art en plastique de la fin de la Seconde Guerre mondiale, du moins des années 50 à aujourd'hui. Mais en plus de ça, il y aura des expositions. Parce qu'on est dans un musée d'art et de design, on aura une programmation d'expositions temporaires sur l'art et le design au XXe siècle. Ce n'est pas un musée du design, parce qu'on n'est pas dans une collection historique qui raconte l'histoire du design en Belgique, d'Horta à aujourd'hui, comme on peut le voir à Cologne, à Barcelone ou ailleurs, mais on est dans une collection thématique, une collection de plastique, donc on est dans un musée de design. Mais en plus de ça, il y aura également un auditorium. En plus de ça, alors c'est un grand programme ce musée. C'est 2 espaces d'exposition temporaires avec une partie de décentralisation de la programmation à l'Atomium, l'espace d'exposition permanente, 1500 m², des réserves visibles depuis l'extérieur, donc les 1400 autres pièces qui ne sont pas montrées dans la collection, qui seront visibles à travers les vitres, un peu comme vous voyez derrière moi. Un espace pédagogique, un café et shop, et un auditorium où viendra prendre place la programmation
en marge de nos expositions, des cycles de conférences, des cycles de projection. Alors la Dame n'a pas spécialement c'est pas un puissant fond au niveau budgétaire, donc l'architecte a quand même dû trouver des moyens pour... Oui, ben, le projet était clair dès le départ. Il y avait un appel d'offres, il y avait un budget qui était lié à cet appel d'offres et qui voulait y répondre. Il y a une série de gens qui n'ont pas répondu en raison. Et après, dans cette discussion qu'on a eue avec les LOAS, d'un projet qui a séduit et qui a séduit ce jury informel qu'on avait constitué pour rester dans les temps et tout ça. On avait créé un jury informel composé du musée design de Gand, du musée du Grand Ornu avec Marie Poc et de la ville de Bruxelles. À l'unanimité du jury, c'est les LOAS. Et en effet, il faut tenir compte d'un cadre budgétaire, mais je pense que les LOAS sont tenus compte de ce cadre budgétaire en faisant d'une contrainte une espèce de valeur ajoutée au projet. C'est-à-dire que oui, on ne mettra pas des poignées en or, de toute évidence. Alors avant d'aller retrouver Pierre Loas qui va expliquer ce qu'il a fait exactement dans l'architecture, je voudrais encore juste un mot de ta part concernant Jean Nouvel. Les LOAS font l'aménagement intérieur du musée, la scénographie de l'espace d'exposition permanent. Ils réaménagent les jardins, puisque maintenant on va véritablement ouvrir le jardin sur le boulevard du Centenaire. Et donc, en ouvrant le jardin, on ouvre le musée sur le boulevard du Centenaire. Et Jean Nouvel, par un geste entre architecture et design, crée l'escalier d'accès au musée qui sera inauguré comme le reste début décembre. Alors, l'inauguration est le 9 décembre. Ouais. Les images que je montre ici, on se doute bien, c'est dans quelques jours, le 9 décembre, mais le tournage de l'émission ne s'est pas fait le jour de la diffusion du programme, donc tout sera prêt, on va rassurer tout le monde et ils peuvent venir ici sans aucun problème. Ah, tout sera prêt. Le musée est inauguré officiellement le 9 décembre au soir et le 11, c'est-à-dire le vendredi, le 11 décembre à partir de 10h, le musée est ouvert au grand public. Le premier week-end est celui du 12-13 décembre. Bon, ben, je me réjouis d'être quelques jours plus vieux et de voir ce musée terminé, je viendrai le voir. Arnaud, on va se quitter ici parce que donc, je vais aller retrouver Pierre Loas pour avoir des explications sur l'architecture qu'ils ont mis en place. C'est un endroit un peu particulier, mais que finalement on trouve assez chouette. Il y a des qualités spatiales intéressantes, y compris pour y faire un musée. Alors justement, quand on regarde, les travaux, on a bien compris, ne sont pas encore terminés, mais lorsque l'on regarde, on voit bien que vous avez gardé l'esprit de ces longs couloirs du Trade-Mart et de ces magasins. Oui, on a gardé à la fois, on a essayé d'accentuer même la dimension du bâtiment, même si on n'occupe qu'une petite partie du bâtiment, on a quand même des grandes longueurs de l'ordre de 70 ou 80 mètres de long. Et donc de garder cette perception, ou même plutôt de restaurer cette perception des grandes longueurs parce qu'elles existent dans les couloirs mais pas dans les espaces commerciaux dans le Trade-Mart. Donc on a décloisonné tous ces espaces commerciaux évidemment, mais on a essayé même dans l'exposition et dans les espaces d'exposition de garder toujours perceptible une ou des grandes dimensions de l'espace. Ce qui est frappant dans votre architecture, c'est le côté épuré et garder quelque part la brutalité des matériaux d'origine. Vous ne couvrez pas grand-chose, hein. Au contraire, on va retrouver même les structures. Oui, là on a plutôt découvert qu'on ne recouvre même rien. En fait, on a déshabillé le bâtiment, on a gardé les cloisons des couloirs du Trade-Mart, des cloisons vitrées avec des portes coulissantes, oui, avec des impostes qu'à certains endroits on retravaille parce qu'elles étaient un peu hybrides et il y avait des endroits où il y avait des techniques qui étaient devenues inutiles, donc on les retravaille mais très simplement. Oui, mais vous les retravaillez en les dénudant quelque part, pour laisser vraiment quelque part que ce vitrage qui lui déjà est à peine perceptible et au-dessus pour garder quoi? Pour mettre un peu plus d'auteur, on enlève cet imposte? Oui, parce qu'effectivement le niveau des fenêtres est assez bas, à 2,10 m, 2,5 m. Et donc c'est vrai que ça tassait un tout petit peu certains espaces, donc à certains endroits où on pouvait le faire, on a enlevé les impostes pour redonner perceptible les 3 mètres de hauteur sous plafond, 3,5 m, et garder partout aussi la perception de la hauteur, pour garder aussi justement le plafond continu, parce qu'elles interrompaient forcément, puisqu'elles sont en imposte, elles interrompaient le plafond, et donc à certains endroits on les a enlevés pour que les visiteurs gardent perceptible cette continuité du plafond en question. On a quand même essayé de tirer parti aussi donc des couloirs et de la structure des bâtiments du Trade-Mart pour
placer les trois espaces publics principaux qui sont les expositions temporaires, les expositions permanentes et l'auditorium dans une proximité et autour d'un espace de circulation et de distribution qui est très, très simple et vraiment évident. Dans la pièce qu'on est, tu m'as donné une petite explication concernant les lampes qui sont ici. Oui, c'est du recyclage, donc ce sont des lampes qui viennent d'un concours qu'a organisé Rotor pour, voilà, comme ils ont ce site, enfin cette démarche de recyclage et à laquelle nous on trouve aussi forcément un intérêt. Ils ont fait un concours en demandant, en faisant un appel à projet pour voir quel projet intéressant on pouvait récupérer ces lampes qui viennent d'où en fait? De WAPS, mais je ne suis pas sûr que c'est WAPS qui les ait dessinées, mais donc qui viennent du siège. Tu n'avais pas de certificat? On n'a pas reçu de certificat. Elles sont chouettes. Mais comme tout de la Générale et de WAPS, voilà. Autant que ce soit labellisé WAPS. Voilà, et donc on a gagné le concours et donc on les a réinstallés ici dans les bureaux et dans d'autres espaces. C'est ça, parce qu'ici nous sommes dans les futurs bureaux, mais on ne va pas retrouver les mêmes lampes, vous n'en aviez pas assez pour faire tout le... Non. Je pense que le musée a un partenariat avec un fabricant de lampes pour éclairer l'ensemble du musée. Au niveau du sol, bien évidemment, tous ces magasins avaient des moquettes. Vous les avez enlevées. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va avoir alors après de la nouvelle moquette? Vous allez lisser ça pour faire un béton? Oui, on a tout enlevé. On a poncé le sol pour retrouver la dalle. Donc c'est vraiment la dalle en béton qui est mise à nu et à nouveau, là, pas de fioriture, on laisse tout brut. Oui. Eh bien, merci Pierre pour toutes ces explications. On se retrouvera pour d'autres émissions et d'autres projets, je l'espère. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission Archi Urbain sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.